Le coup d'envoi de la réforme des retraites devant le conseiller économique et social. Jean-Pierre Raffarin évoque pour la première fois l'harmonisation des régimes du public et du privé. Il propose par ailleurs d'encourager l'épargne volontaire et le travail après 60 ans. La controverse 2 jours après l'explosion de la navette Columbia, faut-il renoncer à envoyer des hommes dans l'espace? De plus en plus de scientifiques expriment des doutes sur l'utilité scientifique des vols habités. 160 clandestins interpellés en quelques heures dans le sud de l'Espagne. Madrid, Paris et Rome décident d'unir leurs efforts. L'enquête de cette édition dans le secret des filières d'immigration entre l'Italie et la France. Le réveil des talibans en Afghanistan, recrudescence des attentats. Le Mollah Omar, toujours en fuite, aurait réorganisé son armée. 3 questions à Olivier Roy, directeur de recherche au CNRS. Bonsoir et à tout à l'heure. Enfin, la déception de Carole Montillet, 14e seulement au championnat du monde de Super G. Victoire de l'Autrichienne Dorfmeister, la tenante du titre. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Cette journée de lundi aura donc marqué le coup d'envoi d'une des réformes les plus attendues, celle des retraites. Jean-Pierre Raffarin en a posé les grands principes tout à l'heure devant le Conseil économique et social. Le dossier est réputé explosif. Chaque mot avait donc été pesé et sous-pesé. Pour un contenu plus précis, il faudra encore attendre. Peggy Leroy. Le style est enjoué, la poignée de main dynamique, et pourtant Jean-Pierre Raffarin sait qu'il joue une grande partie de sa crédibilité sur la réforme des retraites. Il a choisi de présenter sa méthode devant le Conseil économique et social, et son discours commence par un constat. Si rien n'est fait, en 2040, la durée du travail devrait augmenter de 6 ans, les cotisations de 50% et les pensions seraient abaissées d'1 tiers. J'ai entendu le slogan « Sauvons la répartition ». Ici, devant vous, moi aussi, je signe la pétition. C'est l'immobilisme qui tue la répartition et c'est la réforme qui peut la sauver. Cette réforme, le Premier ministre souhaite qu'elle soit aboutie en 2020. Pour la construire, il propose des ajustements tous les 5 ans. Ensuite, il garantit le maintien du pouvoir d'achat des retraités. En revanche, pour la première fois, Jean-Pierre Raffarin envisage d'aligner la durée de cotisation des fonctionnaires sur les salariés du privé. La prise en compte des spécificités de la fonction publique ne doit pas faire obstacle aux exigences de l'équité, qui veulent que la situation des personnes placées dans des situations comparables soit harmonisée. Autre piste de réflexion, l'épargne retraite. À côté du système de répartition, des aides à l'épargne volontaire devraient être développées. Enfin, l'activité des plus de 55 ans sera également encouragée. On ne peut être à 55 ans un salarié âgé et usé et un jeune retraité actif et dynamique. Dès jeudi et pendant tout le mois de février, François Fillon auditionnera les organisations syndicales. En mars, il rentrera en discussion avec les partenaires sociaux. Enfin, au printemps, le projet de loi sera présenté au Parlement. Jean-Pierre Raffarin espère un vote favorable avant la fin du mois de juin. Les partenaires sociaux qui, pour la plupart d'entre eux, syndicats et patronats, assistaient à cette séance. Réaction recueillie par Laurent Bailly et Daniel Lévy. Un petit bain de foule en partant du Conseil économique et social pour Jean-Pierre Raffarin et François Fillon, son ministre des Affaires sociales. Mais les syndicalistes aussi étaient très entourés tout à l'heure. Chacun guettait leur réaction au discours du Premier ministre. Résultat, les grands principes d'accord, mais la CGT par exemple reste méfiante. Je le sens avoir beaucoup de mal à dévoiler complètement sa vision politique de l'avenir des retraites dans notre pays. Vous le soupçonnez de quoi? Je me soupçonne d'être dans l'embarras. Je l'ai trouvé en contradiction sur beaucoup des aspects qu'il a soulevés. Des contradictions, la CFDT de son côté n'en relève pas tant que cela. Elle concède même un bon point sur la méthode adoptée par le Premier ministre. Il parle de faire ensemble la réforme et d'en faire un test du dialogue social. Pour moi, c'est quand même un engagement fort pour aller le plus loin possible, aller dans un consensus, donc c'est une démarche positive. Peu convaincu, Force ouvrière reste inquiète à l'idée qu'on puisse allonger la durée des cotisations. On est en train de dire aux gens, ce n'est pas vous qui n'en avez pas assez, c'est que certains d'entre vous en ont trop. Je veux répéter ici publiquement que lorsqu'on déshabille les fonctionnaires, on n'habille pas pour autant le privé. Si on veut un texte... Répandre la bonne parole, c'est exactement ce que vient de faire Jean-Pierre Raffarin, se félicite le patronat de son côté. Le MEDEF approuve la décision du gouvernement d'engager enfin la réforme des retraites après 10 ans d'immobilisme. Dans l'ensemble, le discours du Premier ministre a été accueilli sans fébrilité. L'heure de la confrontation n'est pas encore venue.
Une indication encore, selon ce sondage Sofres pour France Inter et le mensuel Enjeu Les Échos, 72% des Français seraient favorables à un alignement de la durée des cotisations des fonctionnaires sur celle du privé. Sondage publié aujourd'hui, mais réalisé, notons-le tout de même, il y a 3 semaines. Bonsoir Agnès Molinier, vous avez assisté à ce discours au Conseil économique et social. Peut-on dire ce soir que le gouvernement affiche la couleur ? Écoutez, en tout cas, David, on peut dire que Jean-Pierre Raffarin a été plus explicite qu'on aurait pu le penser, mais il est resté prudent, explicite, parce qu'il a abordé la question de la durée de cotisation des fonctionnaires, un des sujets les plus sensibles dans ce débat. Il a parlé, vous l'avez dit, d'harmonisation, donc il parle d'y toucher, et on peut se douter que ce ne sera pas dans le sens de la réduction. En revanche, il était prudent, puisqu'il n'a pas abordé la question des régimes spécifiques, qui sont eux également à 37 ans et demi de cotisation. Dans les régimes spécifiques, il y a par exemple les cheminots, et personne au gouvernement n'avait envie de les fâcher tout de suite. Donc tout au long de son propos, Jean-Pierre Raffarin a usé du balancement entre la détermination et la prudence. Pour la répartition également, par exemple, il l'a réaffirmé, mais il a ouvert la porte à l'épargne retraite, donc à la capitalisation. Également pour la liberté, départ à la carte, oui, mais plutôt après 60 ans. C'est un peu de la dialectique, et on peut dire ce soir que Jean-Pierre Raffarin a réussi son numéro d'équilibriste. Merci Agnès. On s'arrête maintenant sur l'un des points centraux de la réforme, souvent évoqué d'ailleurs par la gauche ou par les syndicats. Pourquoi repousser l'âge de la retraite alors que le taux d'activité des 55-64 ans est en France l'un des plus bas d'Europe? Regardez ces chiffres, moins d'1 personne sur 3 est active dans cette catégorie d'âge chez nous, contre une moyenne d'1 sur 2 chez nos voisins. Jean-Pierre Raffarin a donc annoncé une limitation du recours aux pré-retraites. Les intéressés sont souvent les premiers à regretter leur mise à l'écart. Nathalie Moisan, Grégory Vasseur. Un immeuble récent à Paris. Colette et ses associés découvrent leur futur bureau. Oh, bienvenue chez nous. Hein. Colette, oui, oh là, je colle par terre. Je serai plutôt ici, bureau de direction. C'est l'aboutissement de 7 mois de travail pour monter leur propre société de conseil. Oui, d'accord. On voit le bout des démarches et la concrétisation de notre projet. En attendant les nouveaux locaux, les réunions se font à la maison. Colette était cadre dans le secteur bancaire, au chômage depuis 2 ans. Elle n'a jamais envisagé de prendre sa retraite. À 56 ans, elle compte bien travailler jusqu'à l'âge de 65 ans. J'ai envie de rester active, j'ai envie de rester... d'avoir une activité sociale, j'ai envie de profiter de tout le capital professionnel que j'ai accumulé tout au long de ma vie. Un nouveau départ qui fait encore figure d'exception. Dans ce restaurant parisien, d'autres cadres de plus de 50 ans. Avant d'être licenciés, ils travaillaient dans les ressources humaines, les finances. Mais à leur âge, les chasseurs de tête ne se bousculent plus. Ils considèrent assez généralement que quelqu'un qui a 50 ans n'a plus la pêche, ce qui à mon avis est totalement faux. De fait, en France, 6 cadres sur 10 sont inactifs au moment de leur départ en retraite. C'est le record d'Europe, d'où l'idée pour ces seniors de s'organiser en association. Le quinquat qui cherche du travail est très souvent devenu solitaire. C'est-à-dire qu'il perd la dynamique qu'il a connue dans l'entreprise, il perd ce qui va le pousser et le motiver. Et en rentrant dans l'association, je crois que la première chose qu'il trouve, c'est de la chaleur. Un réseau pour combattre les réticences des PDG à embaucher des seniors. Le gouvernement souhaite également encourager leur retour à l'emploi. Un mot encore de l'actualité sociale avec la crainte d'un très lourd plan social dans le groupe Giat Industrie. 3000 emplois seraient menacés selon la CGT. Manifestation ici à Saint-Étienne où est implanté l'un des sites du groupe d'armement. L'Amérique toujours en deuil 48 heures après l'explosion de la navette Columbia. On se presse devant le siège de la NASA à Houston pour déposer des fleurs ou un témoignage de sympathie. Et demain, vous le savez, George Bush assistera à une cérémonie en l'honneur des 7 astronautes. L'enquête, elle, pourrait aller très vite, d'après les spécialistes. Tous les débris seront prochainement rassemblés dans un hangar en Louisiane. Les experts s'intéressent de plus en plus à une hausse de la température du flanc gauche de la navette quelques minutes avant sa désintégration. Nicolas Châteauneuf. Ces images ont été prises le 21 janvier à bord de Columbia. À cette date, personne ne remarque 2 détails troublants, quelque chose qui ressemble à une fissure et un impact sur la carlingue. L'auteur de ces images est Ilan Ramon, l'astronaute israélien. Pour les médias de son pays, pas de doute, il s'agit de l'aile gauche, celle-là même qui a donné les premiers signes de faiblesse lors de la rentrée dans l'atmosphère. Mais les experts, eux, sont beaucoup plus prudents.
Pour savoir ce qui s'est passé, tout le monde se tourne désormais vers les images du décollage. Pour la première fois, on distingue nettement un objet se détachant du réservoir pour heurter la protection thermique de l'aile gauche. Il s'agit d'une mince couche composée de milliers de tuiles, comme celle-ci. Ces tuiles de protection ont été une vraie révolution pour la navette, mais elles sont très fragiles. Au moindre choc, elles deviennent très friables sous les doigts. Sur chaque navette, 27 000 de ces tuiles protègent la coque pendant la rentrée dans l'atmosphère. La température frôle alors les 1700 degrés. Après chaque mission, 10% d'entre elles sont remplacées. La navette, bloquée au sol pendant 4 mois, subit toute une batterie de tests et les moteurs sont remis à neuf. Pourtant, certains accusent la NASA d'avoir négligé la sécurité à cause de coupes budgétaires. Dans cette lettre, adressée au président Bush en août dernier, un ancien ingénieur met en garde contre les dangers encourus par l'équipage. On lui répond qu'il n'est pas question d'arrêter les lancements. Et si l'administration Bush juge ces critiques sans fondement, elle vient aussi d'augmenter le budget de la NASA de 500 millions de dollars après 10 ans de baisse continue. Et par ailleurs, ce drame relance la controverse sur l'intérêt des missions spatiales habitées. Le prestigieux hebdomadaire Time, par exemple, y consacre sa une et demande dans un point de vue la mise hors service des navettes. Pourquoi envoyer des hommes dans l'espace? Selon certains, il s'agit plus de poursuivre un vieux rêve que de faire progresser la science. Sophie Mézel, Philippe Luzzi. Youri Gagarin, c'est lui le premier homme qui a conquis l'espace. C'était en 1961 et en 1h48, le Russe fit le tour de la Terre. Depuis, le rêve de l'homme d'aller par-delà les étoiles et de plus en plus loin n'a jamais cessé. En pleine guerre froide, l'Amérique humiliée veut sa revanche. Elle se précipitera pour offrir au monde en 1969 les premiers pas sur la Lune. La Lune qui ne devient rapidement plus qu'une étape. L'homme et sa soif de conquête tournent son regard ailleurs, vers Mars par exemple. C'est dans ce but qu'est née la Station spatiale internationale, l'ISS, dont le programme est lancé avec FAST en 1984. Un laboratoire habité en permanence, permettant de multiplier les expériences en apesanteur. Seulement voilà, à ce jour, la station financée par les États-Unis, mais aussi par l'Europe, le Japon, le Canada et la Russie, n'est toujours pas achevée et a déjà coûté 40 milliards de dollars. Un gouffre financier soumis à de fortes pressions politiques et qui, selon ses détracteurs, n'aurait même pas d'intérêt scientifique. L'exploration de l'espace par l'homme n'a débouché sur aucune grande découverte. Arrêtons les vols habités, ça ne sert à rien, c'est spectaculaire pour certains, mais c'est dangereux. Mettons l'argent dans l'espace, dans ce qui est utile, c'est-à-dire l'observation de la Terre, la prévention des catastrophes naturelles, la prévision du temps. Les hommes de l'espace parlent d'émotion, disent que c'est le destin de l'homme de repousser ses frontières. Mais les vols habités sont surtout devenus le symbole de la coopération internationale, un symbole politique. La station spatiale, elle a un intérêt très important puisque ça a été le lieu de la réunion entre l'espace de l'Ouest et l'espace de l'Est. Donc ça aussi c'est un intérêt très important. Alors tout ça pourquoi finalement ? Pour continuer de rêver en imaginant par exemple qu'un jour le tourisme spatial se développe et ne soit plus réservé, comme ici avec Denis Tito, qu'aux seuls milliardaires. L'actualité en France, c'est d'abord ce meurtre barbare à Roanne. Un homme de 60 ans a été torturé et battu à mort par 4 jeunes qui avaient, semble-t-il, l'habitude de s'inviter chez lui. Ils ont été placés en garde à vue hier soir. Aucune indication pour l'instant sur les motifs de ce déchaînement de violence. Didier Guyot, Jean-Claude Martin sur place. Derrière ces rideaux baissés, la vie de Michel, handicapé de 60 ans, a basculé dans l'horreur. Samedi, 4 jeunes, dont 2 mineurs, l'ont frappé à coups de poing et à coups de pied. Puis l'ont torturé à coups de tesson de bouteille, allant même jusqu'à mettre le feu à ses cheveux. Un déferlement de violence contre un homme qui généreusement ouvrait sa porte. C'était une personne qui, on venait frapper à sa porte, il l'ouvrait comme ça. Même si on ne connaissait pas, c'est vrai que c'était du genre, des fois même trop gentil, je dirais. Les 4 garçons du quartier, s'estimant chez eux, venaient fréquemment ici. Trop, au dire du voisinage. Le concierge qui était venu me voir il n'y a pas longtemps, justement, samedi dernier, il est venu me voir avec quelqu'un de l'agence et il m'a dit n'importe comment il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'il va y arriver malheur. Face aux questions des policiers, les tortionnaires n'ont aucun remords. Ils disent avoir bu, avoir fumé du shit, ils voulaient s'amuser. Ils avaient pris leur quartier, on dirait, dans cet appartement. Ça leur permettait d'être à l'abri, de boire tranquillement, voire de fumer un peu du shit, de regarder la télévision, d'être au chaud, quoi.
Des jeunes insensibles tombant dans la violence irrationnelle, Liliane Daligan, psychiatre, en a hélas connu plus d'un. Ce sont des ados sans repère pour qui la vie de l'autre ne compte pas. On est complètement aveugle, sourd à la souffrance de l'autre, aux violences majeures qui ont pu être commises sur l'autre, parce que l'autre déjà n'existe pas. Comment reconnaître la souffrance qu'on lui a fait subir s'il n'existe pas à vos propres yeux? Les 4 garçons seront présentés demain à un juge d'instruction, puis vraisemblablement placés en détention. Beaucoup moins grave, mais franchement vexant pour la police. Un commissariat a été cambriolé ce week-end à Lille. Les malfaiteurs ont emporté une dizaine d'armes de poing, mais aussi de la drogue, saisie récemment par les fonctionnaires. Zindine Boudaoud, Patrick Wurstor. Les cambrioleurs connaissaient bien les lieux. Un bâtiment de 7 étages, fracturé sans mal. Ce matin, les policiers du service d'investigation et recherche étaient désarmés. 14 revolvers leur ont été dérobés. Un vol gonflé, au dire même des policiers, facilité par l'absence de surveillance humaine et peut-être par une défaillance des caméras. Sur ce que je peux en savoir, il y a eu un problème certainement avec l'alarme. Alors est-ce qu'elle a été neutralisée, pas neutralisée? Est-ce que ce sont les individus auteurs du cambriolage qui l'ont neutralisée? Seule l'enquête de l'IGPN qui est en cours pourra nous le dire, ainsi que l'enquête judiciaire qui était ouverte au niveau du parquet de Lille. Selon le parquet de Lille, c'est tout simplement par la porte que les cambrioleurs auraient pénétré dans les locaux de la police. Là, ils se sont servis, outre les armes, 10 000 € en liquide, 2 kilos de résine de cannabis, de l'héroïne et de la cocaïne, une affaire gênante pour la police. Ça sera gênant si des fautes et des responsabilités sont relevées. Mais à mon avis, pas mal de personnes devront s'expliquer. S'expliquer devant la police des polices, chargée de cerner les responsabilités. Une enquête judiciaire est ouverte pour essayer de retrouver les cambrioleurs. Justice en bref, Christine Malèvre a fait appel ce matin. Elle avait, je vous le rappelle, été condamnée à 10 ans de prison ferme pour 6 des 7 assassinats de patients dont elle était accusée. Et puis le jugement dans l'affaire du naufrage de Bagnols, dans lequel 21 retraités français avaient trouvé la mort. C'était en 1998 en Espagne. Les 2 propriétaires du bateau et l'ancien conseiller municipal ont été condamnés à 30 mois de prison. Le bateau qui transportait 141 personnes alors que sa capacité maximale était de 80 passagers. La juge a aussi accordé aux proches des victimes et aux blessés un total de 3 millions d'euros d'indemnité. Autre drame des transports, hier soir en France, une voiture a été percutée par un train à un passage à niveau à Hesdin dans le Pas-de-Calais. Le véhicule a été broyé et traîné sur plusieurs centaines de mètres. Ses 5 occupants ont été tués. Frédéric Vion, Patrick Wurstor. La voiture a été traînée sur plus de 300 mètres avant que le train Calais-Lille ne puisse se stopper. Voici ce qui reste de l'habitacle de la R19, pas grand-chose. Les 5 occupants, 2 adultes, 2 adolescents et une petite fille de 7 ans, ont tous été tués. Le choc a eu lieu ici, vers 19 h. Un passage à niveau de campagne rudimentaire et sans barrière. Alors c'est un passage à niveau qui n'est pas gardé, qui est simplement signalé par un panneau stop et une croix de Saint-André. Comme toutes les signalisations sur les routes traditionnelles, on marque le stop, on vérifie qu'il n'y a aucun véhicule, en l'occurrence là un train, et on passe ensuite. Donc il n'y a pas de feu particulier qui indique le passage éventuel d'un train. Des passages à niveau comme celui-ci, sans feu ni barrière, il en existe encore une 60aine dans la région Nord-Pas-de-Calais. Progressivement, ils sont supprimés par les autorités ferroviaires, mais en attendant, il suffit d'une faute d'inattention ou d'une mauvaise appréciation des automobilistes pour qu'ils se transforment en pièges mortels. Dans le train, en revanche, aucun des 140 passagers n'a été blessé. Tous ont été pris en charge par des bus et ramenés chez eux, au milieu de la nuit. Oui, une indication sur les 19 500 passages à niveau que compte la France. Un peu plus de 4 000 seraient non gardés, non surveillés, et parmi eux, 400 sont jugés dangereux. L'an dernier, seule une 60aine de ces points noirs ont été supprimés. Les coups de filet contre l'immigration clandestine s'enchaînent en Espagne. 160 personnes ont été interpellées en 6 heures dans le sud du pays, en mer, à bord de petites embarcations ou ici sur les plages. Au même moment, le ministre de la Justice espagnol était à Marseille avec ses homologues français et italiens pour signer un accord de coopération. Les polices des 3 pays pourront intervenir en cas de suspicion dans les eaux territoriales voisines sans demander d'autorisation préalable. Une coopération qui ne fait que commencer face aux filières organisées. Exemple, les réseaux kurdes. Ils passent par l'Italie pour arriver en France à Vintimille. L'enquête de cette édition, elle est signée Dorothée Cochard, Yves Ginca. Ils ont gagné l'Europe par la Méditerranée.
Kurdes d'Irak pour la plupart. Ils ont traversé la Grèce et l'Italie pour venir à la frontière française. C'est loin d'être la plus difficile à franchir. Bien sûr, il y a les carabiniers italiens, mais aujourd'hui à Vintimille, c'est jour de marché et on s'occupe plus d'empêcher la vente des contrefaçons que de surveiller les allées et venues des clandestins. À 100 mètres de là, sur la plage de Galets, chacun se transmet des petits conseils avant de tenter en train le passage de la frontière. Si t'es sale, on te contrôle. Si t'es propre, on te contrôle pas. Il vaut mieux y aller en plein jour parce que la nuit, tu ne peux pas acheter de billets. Quoi qu'il arrive, si tu parles un peu français, tu ne dis pas un mot. Sinon, ils vont te prendre pour un passeur. À dire vrai, les clandestins profitent du manque de coordination entre la police française et la police italienne. Au Café du Coin, on constate cela depuis plusieurs années. Quand ils passent la frontière, les Français nous les renvoient. C'est un peu comme une partie de ping-pong qui se joue entre les policiers. Chaque jour pourtant, la police italienne empêche plusieurs dizaines de clandestins de monter dans les trains. Mais elle ne les arrête pas. Elle se contente de les faire sortir de la gare. Les clandestins finissent par payer 25 € des passeurs pour contourner l'entrée principale et éviter les carabiniers italiens. Et comme nous le confie un contrôleur habitué de la ligne, le passage n'est pas très difficile. C'est quand même une passoire, il y a 3 corniches, il y a la voie SNCF, donc ça fait quand même pas mal de possibilités de rentrer et de quitter le territoire italien. Hein. Et vous, en tant que contrôleur, vous pouvez faire quelque chose ou pas? Ah non, moi, mon métier, c'est de contrôler les billets. Ces gens-là ont tous le billet. C'est bien en règle. Et les contrôles de douane ne sont pas systématiques vu le manque d'effectifs. On va arriver en gare de Menton, vu l'heure, je ne sais pas s'il y aura un contrôle. Allez, on descend, on va pas retarder le train. Allez, prenez vos affaires. Cette fois, la police intervient. En première, hein, ça gratuit, hein. Allez, dehors. Les gens ils payent, après ils s'assoient derrière vous. Allez. Les policiers français contrôlent presque tous les trains et reconduisent les indésirables à la frontière franco-italienne. Mais faute d'effectifs et faute de temps surtout, ils peuvent difficilement fouiller tous les wagons. Dans ce train-là, en l'occurrence, ils laisseront passer au moins 2 clandestins. Il serait ainsi près de 10 000 à franchir chaque année la frontière franco-italienne. La triste routine, entre guillemets, de la violence à l'école. À Meaux, près de Paris, le collège Henri Dunant est fermé ce matin. Ce week-end, la voiture d'un professeur stationné dans l'enceinte de l'établissement a été incendiée. Le feu s'est propagé au bâtiment. La moitié du collège est condamnée. Il faudra installer des préfabriqués en attendant la reconstruction. À Goussainville, c'est le statu quo. On en parlait la semaine dernière. Les professeurs refusent de reprendre les cours. En revanche, à la Garenne-Colombes, après un mois d'interruption consécutive à l'agression d'une enseignante, la classe a repris aujourd'hui. Florence Griffon, Frédéric Faure. De LTB, tu peux ressortir, c'est demain 10h. La rentrée, mais pas encore pour tout le monde. Après un mois de grève, 150 élèves, soit 1 sur 4, ont finalement été accueillis à la Garenne-Colombes. Des élèves qui, pour une fois, ont retrouvé le chemin de l'école avec bonheur. Il y en a des fois qui disent ouais, on n'a pas cours, ça va être bien, mais en fait, au bout d'un moment, on s'ennuie. Et, moi, je sais que j'avais envie de reprendre les cours, mais bon, j'attendais. Les cours ne reprendront véritablement que mercredi. En attendant, les enseignants ont choisi de débattre encore et encore de la violence avec les élèves. Il est rappelé aux élèves qu'on doit pouvoir faire notre travail dans des conditions normales. Il est rappelé aux élèves qu'un professeur doit pouvoir tourner le dos à ses élèves. Et il est rappelé qu'il y a des choses qui sont inacceptables et que ces actes de violence le sont. Si on continue à accepter ce qui se passe, ça signifie que ça va toujours augmenter. Et si on dit stop, c'est stop. On va essayer de s'arrêter. Les enseignants ont obtenu des heures de cours supplémentaires. Ils réclamaient un classement en zone d'éducation prioritaire. Leur établissement a finalement été classé site pilote de lutte contre la violence et doté de 3 nouveaux assistants. La marée noire du prestige, elle continue à souiller les côtes françaises. Le Pays Basque n'avait été que légèrement touché jusque-là. Eh bien, les habitants de Hossegor, Bidart, Biarritz, Anglet ont eu la mauvaise surprise de découvrir ces galettes de fioul amenées par la marée montante et une mer agitée. Les plages sont touchées sur une 50aine de kilomètres. Et si vous habitez la région, soyez prudents. Météo France a émis un bulletin d'alerte de niveau 3. De fortes pluies sont attendues sur les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Alerte aussi à la neige avec des risques d'avalanche très forts à l'ouest des Pyrénées, en Savoie et en Haute-Savoie. Précision de Nathalie Riouet juste après ce journal. Peut-être une petite avancée en Côte d'Ivoire. Les rebelles se disent prêts aujourd'hui à une concession. Le MPCI pourrait n'accepter qu'un ministère délégué
à la défense pour sortir de l'impasse des accords de Marcoussis. Côté pouvoir, le président Gbagbo s'en tient toujours à un silence assourdissant sur ces accords de paix. Nouvelle manifestation de soutien en attendant. Cette fois, il s'agissait de femmes patriotes, ou en tout cas revendiquées comme telles. 6000 femmes devant l'ambassade de France pour dénoncer ces accords de Marcoussis. En ce qui concerne les Français, le rythme des départs a baissé. Reportage avec ceux qui partent et ceux qui restent. Envoyés spéciaux Jérôme Bonny, Éric Mézy. Vous voyez, quand on se fait insulter, se cracher dessus, et puis on dit rentre chez toi, rentrez chez vous. Bon, c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait? On cache aux épouses, aux enfants. Papa, ça va? On dit trop rien, mais non, ça va pas. Ça va pas. David Crac. C'était un gamin quand il est arrivé en Côte d'Ivoire il y a 30 ans. Il vit dans une concession où sont regroupées 10 familles françaises. Porte fermée à double tour, rideau tiré sur les préparatifs d'un prochain départ. David a déjà coupé avec l'Afrique. Traumatisé par les événements récents, il a renvoyé définitivement en France sa femme et ses 2 filles. Il les rejoindra bientôt. En attendant, il est seul, avec son amertume. Nous, on est laissés pour compte. Nous, on fait le tampon. Hein? Moi, j'ai rien à demander à personne, je suis imprimeur. D'accord? C'est tout, moi j'ai rien à voir avec les accords de Marcoussis. On mélange tout, les accords de Marcoussis, Kléber... Non, il y a des choses... ça a dérapé, Mais pour l'instant, une majorité des Français de Côte d'Ivoire a décidé de ne pas céder à la panique, de rester ici à Abidjan. D'ailleurs, très symptomatique de cet état d'esprit, ce Boeing 747, affrété par Air France, il a 400 places, n'a que 15 passagers à destination de Paris. Ceux qui restent sont ceux qui ont tout investi dans ce pays et qui veulent absolument voir d'abord comment évolue la situation. 60% des 16 000 Français de Côte d'Ivoire ont leur vie ancrée ici. Par exemple, le patron de cette usine de farines animales, elle ne fonctionne qu'un jour sur 2 depuis une semaine de manifestation de rue, mais lui reste déterminé. Je n'ai pas l'intention de partir. À moins qu'on m'y oblige à partir, mais jusqu'à maintenant, personne ne m'a obligé de partir, je ne partirai pas. Et si finalement les Français devaient partir, cela mettrait au chômage des dizaines de milliers d'Ivoiriens dans ce pays où la France est le premier investisseur étranger. L'ouverture d'une semaine cruciale dans la crise irakienne. C'est après-demain que Colin Powell doit présenter des preuves contre Bagdad. En attendant, les manœuvres se poursuivent. Ici, les GI à la frontière entre le Koweït et l'Irak. Les GI qui s'entraînent dans la tempête de sable, évidemment. Mais pour l'instant, c'est sur un autre théâtre d'opération que l'armée américaine rencontre une très forte opposition. L'Afghanistan, avec ce qui ressemble au réveil des talibans. Les attentats se multiplient. Le Mollah Omar aurait reconstitué un état-major. Vous nous donnerez des précisions. Olivier Roy, vous êtes chercheur au CNRS, grand connaisseur du pays. D'abord, les images assez saisissantes des dernières opérations. Hervé Guéquier. Les États-Unis l'appellent Opération Mangouste, la plus importante depuis 10 mois. Nous sommes dans les montagnes du sud-est de l'Afghanistan, près de la ville de Spin-Boldak. En fin de semaine dernière, 300 soldats américains ont traqué 80 talibans. Ils ont fouillé et fait exploser une dizaine de grottes. Dans cette zone, les Américains affirment avoir abattu 18 combattants islamistes. Nous sommes en train de détruire les grottes, de recenser les caches et de relever des informations qui nous aideront à lutter contre le terrorisme. Depuis plusieurs semaines, l'instabilité règne partout en Afghanistan. Un bus, par exemple, a explosé vendredi dernier sur une mine anti-char près de Kandahar. Ce responsable afghan raconte qu'il pourrait s'agir d'une action d'Al-Qaïda, mais d'autres sources officielles parlent d'une explosion accidentelle. En fait, les attentats se multiplient contre les Américains, les Nations Unies, l'armée officielle afghane et même les organisations non gouvernementales comme Action contre la faim. Il est clair que le mouvement taliban et que les groupuscules islamistes qui sont proches d'Al-Qaïda sont en train de se restructurer, sont en mesure aujourd'hui de lancer de nouvelles opérations contre les contingents militaires américains et également des actes terroristes à l'égard des populations civiles ou des organisations non gouvernementales. Des talibans qui seraient donc encore très actifs. Le Mollah Omar, leur chef suprême, tenterait même de réorganiser des réseaux dans tout le pays. Enfin, à l'approche de la guerre avec l'Irak, on peut craindre une montée en puissance des opérations anti-occidentales. Alors Olivier Roy, on est très étonné tout de même que les talibans qui ont été pilonnés pendant des mois soient toujours actifs et même peut-être de plus en plus actifs. Comment l'expliquer ?
Ils opèrent essentiellement à partir du Pakistan, c'est-à-dire dans des zones qui sont hors de toute atteinte de l'armée américaine. D'autre part, il n'y a certainement pas que les talibans qui sont impliqués là-dedans. On a des volontaires étrangers de Al-Qaïda, on a aussi sans doute des militants pakistanais de même ethnie, les Pashtuns, etc. Il faut voir que les combats actuels sont limités à la zone tribale Pashtun qui est entre l'Afghanistan et le Pakistan. Donc les bases sont surtout, à mon avis, au Pakistan. Ouais, vous voulez dire que finalement, on dit souvent que le pays n'est pas contrôlé par les alliés et par Hamid Karzai. En fait, il s'agit d'une zone bien précise tout de même. Le reste du pays est à peu près sous contrôle. Ça dépend de ce qu'on appelle contrôle, c'est-à-dire que l'administration Karzai n'a pas de contrôle direct, il n'y a pas de fonctionnaires, il n'y a pas de poste de soldats, etc. Mais les commandants, les petits chefs de guerre, les émirs et tous ces gens-là qui contrôlent le reste du pays sont loyaux vis-à-vis du gouvernement Karzai ou ont passé des accords avec lui. Il n'y a pas de combat, à l'exception de cette zone tribale du Sud. Vous faites un lien entre la recrudescence de ces actions et la crise irakienne ? Bien sûr, pour Al-Qaïda, il s'agit de lier les deux crises, il s'agit aussi de fixer les Américains en Afghanistan, et puis aussi de montrer de manière symbolique qu'une opération de grande envergure américaine ne se traduit pas nécessairement par une victoire, si vous voulez. Donc c'est un petit peu le message qu'on fait passer aux Américains, c'est attention, vous pouvez attaquer, mais vous vous trouverez enlisé après. Un mot, Olivier Roy, on est certain que le Mollah Omar est encore vivant ? Oui, il n'y a même pas eu de rumeur courant sur sa mort, mais on le situe au centre de l'Afghanistan, c'est-à-dire dans une zone où il n'y a pas eu de combat aujourd'hui. Il est d'ailleurs possible que le Mollah Omar lui-même n'ait pas grand-chose à voir avec la vague de violence actuelle qui semble plutôt dirigée par des gens d'Al-Qaïda ou par des radicaux basés au Pakistan. Le Mollah Omar ne me paraît pas, si vous voulez, avoir l'envergure comme stratège ou comme de guerre pour mener aujourd'hui une nouvelle offensive contre les troupes américaines. Merci Olivier Roy d'avoir répondu à nos questions. Un mot encore de l'actualité à l'étranger avec la déroute de Gerhard Schröder en Allemagne aux élections régionales. Dans son fief de Basse-Saxe, la CDU, donc l'opposition chrétienne-démocrate, frise la majorité absolue, 48,3% des voix contre 13,5% au SPD. Même tendance dans la S, 49% pour la CDU, 10% seulement pour le SPD. Les chrétiens démocrates qui disposent donc d'une majorité renforcée au Bundesrat, la Chambre haute, elle leur permettra de bloquer éventuellement l'adoption de certaines lois. Autrement dit, Gerhard Schröder doit se préparer à une forme de cohabitation. Élection en France maintenant avec d'abord cette fin de partie pour Robert Hue, battu dans la législative partielle d'Argenteuil hier soir, 48,35% des voix contre 51,75% à l'UMP Georges Motron, un échec qui consacre la descente aux enfers du PCF. Et la nuque José Boulessex. Comme un dernier tour de piste, Robert Hue vient de perdre tout espoir de revenir sur la scène politique nationale. Il n'a pas été élu député, un échec qui le condamne pour l'avenir à jouer les seconds rôles. J'entends poursuivre ce combat, là où je serai, avec toutes celles et tous ceux qui aspirent à un changement profond au cœur de notre société, pour l'immédiat et pour l'avenir. Je vous remercie. Le rideau tombe sur une carrière nationale commencée en 1994. Robert Hue succède alors à Georges Marchais au poste de secrétaire général, à lui de redresser un parti déjà mal en point. Il engage aussitôt la mutation, abandonnant certains dogmes et symboles. À la présidentielle de 1995, il obtient 8,5% des suffrages. En 1997, c'est l'expérience de la gauche plurielle. Des ministres communistes participent au gouvernement Jospin. Sa volonté d'ouverture, souvent critiquée par les purs et durs, ne suffit pas à enrayer le déclin du PC. Au municipal de 2001, il perd de nombreux fiefs historiques. À la présidentielle de 2002, Robert Hue obtient 3,37% des suffrages, le plus mauvais score de l'histoire du Parti communiste. Et hier, nouvelle descente aux enfers. Ce n'est pas la chute d'un homme, c'est un résultat politique lors d'une élection. Et Robert est toujours membre de notre direction et les communistes comptent sur son expérience. Donc il n'y a pas la chute d'un homme. Désormais seul aux commandes, Marie-Georges Buffet a une mission, pour certains quasi impossible, sauver le parti. Consolation pour la gauche, consolation de taille tout de même. Dans l'autre partiel, à Paris, la socialiste Annick Le Petit l'a emporté largement face à l'UMP Patrick Stefanini, 54,82% des suffrages. L'écart s'est creusé par rapport au précédent scrutin de juin 2001. Et puis à noter deux élections annulées, celle de l'apparenté communiste Jean-Pierre Brard en Seine-Saint-Denis, la seconde, celle de l'UMP Patrick Auguet en Eure-et-Loire.
le lancement de l'année européenne des handicapés. Jacques Chirac avait fait de leur insertion l'un des 3 chantiers prioritaires de son mandat. Une exigence civique, a-t-il fait savoir aujourd'hui dans un message adressé aux participants de ce colloque à Rennes, où était présent, vous le voyez, Jean-François Mattei, ministre de la Santé. Parmi les écueils, l'encadrement des handicapés âgés. Il serait près de 60 000 en France. Voici l'exemple d'une maison de retraite spécialisée et exemplaire. Elle accueille 40 personnes. Dossier signé Laetitia Legendre, Vincent Bouffartigue. Encore il reste blanc. C'est pas possible. Impossible même de colorier. Elle ne dessine que des ronds, uniquement des ronds, comme enfermée dans un monde dont elle ne peut sortir. Cet atelier peinture, les résidents l'attendent toute la semaine. Avant cette maison de retraite de l'armée du salut, ces handicapés mentaux ont vécu toute leur vie en famille, en hôpital psychiatrique. Un bouleversement dans leurs habitudes aujourd'hui, parfaitement accepté. L'hôpital, c'est triste. Il y a des personnes qui sont malades, fatiguées. C'est pas bien gai, quoi. Ici, c'est plus gai. André, elle, a été hospitalisée il y a peu. Son équilibre est encore précaire, elle fait de la rééducation pour éviter de tomber. Objectif, conserver le plus longtemps possible son autonomie. Mais c'est moi peur que ça allait me faire tomber. Non, mais le but, c'est que vous résistiez. Oui, je ne voudrais pas mourir. Tout de suite, les extrêmes. C'est pour que les conséquences du handicap ne s'aggravent pas trop vite. Si possible, pas du tout, mais en tout cas pas trop vite. Parce que chez ce type de personnes handicapées, le vieillissement est plus rapide que chez les personnes dites valides. Il y a quelque chose qui ne va pas, André? Non. Non? Tout va bien. Tout va bien? Pourquoi il vous aide? Faire des mouvements, faire du vélo. Vous tombez pas? Non, je prends l'ascenseur. Je suis coquine, hein. André, comme chaque pensionnaire, a une chambre individuelle avec ses meubles et une salle de bain. On n'y entre pas sans y être invité. Les résidents se réveillent quand ils le veulent, sortent en ville quand bon leur semble. Tu sais, là on est bien. Le personnel vit à leur rythme. Dans cette maison de retraite, les tâches ne sont pas minutées, ce qui est exceptionnel. Les aides-soignantes ont 3 minutes pour faire une toilette, elles en ont 20 à faire dans la matinée et il faut que ça soit fait très vite et bien fait, alors que nous, on peut mettre 1 heure pour faire une toilette. Le but, c'est de faire en sorte que la personne continue à faire sa toilette elle-même et qu'on la sollicite et que comme ça, elle puisse garder le plus longtemps ses acquis. Ici, c'est libre, on est libre, on peut aller manger, on est libre, quoi, ils sont tous gentils. Le mardi, réunion avec la femme du pasteur pour parler de la solitude, de leurs angoisses de la semaine, de la mort aussi, de leurs proches. Louis, qui c'est que vous portez là dans votre cœur, auquel vous pensez bien fort, que vous me dites souvent? Mon cœur, maman. Voilà, sa maman, hein, votre maman. Aujourd'hui, les handicapés mentaux âgés sont de plus en plus nombreux. Ils sont désormais 60 000 à avoir plus de 40 ans. Rien n'est prévu pour les prendre en charge. Les établissements spécialisés ne les accueillent plus passé un certain âge. Que vont-ils devenir ? Cinéma à la sortie après-demain de Magdalene Sisters, Lion d'or à Venise, un film précédé d'une critique très flatteuse. Le réalisateur écossais Peter Mullan décrit une réalité peu connue du siècle dernier. En Irlande, l'enfermement des filles mères et des victimes de viol dans des couvents-prisons. Pascal Deschamps, Diane Richard. Can you stay here till you know it? That's not... I just wanted to come home, Dad! I just wanted to come home! I hate it! L'une est fille mère, l'autre une adolescente délurée, la troisième a été violée. Rejetées par leur famille, Rosa, Marie et Patricia se retrouvent un jour prisonnières d'un couvent où elles travaillent 6 jours sur 7. Les Magdalene Homes ont existé pendant plus d'1 siècle en Irlande. La dernière n'a fermé qu'en 1994. 30 000 jeunes familles ont vécu, leurs enfants, les enfants du péché, envoyés dans des orphelinats. Certaines d'entre elles avaient été victimes de viols. Et on les enfermait loin du monde. Et pour toujours. Sans qu'un terme soit même envisagé à cette sentence. Propagande antichrétienne pour certains en Irlande, le film renforce pourtant les témoignages bouleversants de femmes qui, comme Marie, ont bravé la loi du silence. Ce n'était pas une vie, juste une existence.
Rien pour se distraire, rien à attendre, aucun visiteur. Rien à part travailler et prier, prier, prier. On n'avait même pas le droit de parler à une autre fille. That all men are sinners, and therefore all men are open to temptation. In any God-fearing country, if you want to save men from themselves, you remove that temptation. The methods used. Quand on regarde la méthode, le fait que ces filles aient été privées de tout contact avec l'extérieur, de toute éducation, de tout salaire pour leur travail, de toute liberté de mouvement, tout ça n'est pas très éloigné de ce que font aux femmes les musulmans extrémistes. You must remember to get the out of here one day. When? I don't know. Next week? Next month? Next century? Après leur mort, les pensionnaires des couvents étaient enterrés dans la fosse commune. Le film de Peter Moulan leur donne un visage et un nom. La disparition du journaliste Roger Bouzinac, éditorialiste à Nice Matin. Il avait également été directeur de l'agence France Presse. Il avait 82 ans. Ski, la déception, je vous le disais, pour Carole Montillet au championnat du monde. La championne olympique a terminé 14e seulement du Super G, dont elle était pourtant une des favorites. Très déçue, elle a évoqué une course irrégulière en raison du vent. C'est l'Autrichienne Michaela Dorfmeister qui est sacrée championne du monde. 2 courses et donc 2 victoires donc pour l'instant pour le camp autrichien. Football, 25e journée du championnat de France. Bordeaux a battu hier soir Marseille 3-1. But girondin a signé Feindouno, Darcheville et Savio. Bordeaux qui occupe désormais la 5e place du classement à 3 points du leader Monaco. Et puis, l'image du week-end sportif, image du fair play des Danois opposés à l'Iran dans un match amical. Un joueur iranien a cru entendre un coup de sifflet de l'arbitre. Du coup, il a pris le ballon à la main dans la surface de réparation. Pas de chance, ça n'était pas l'arbitre. Donc, pénalty pour l'équipe danoise. Mais après concertation entre l'entraîneur et les joueurs, les Danois ont sportivement décidé de manquer le but en tirant délibérément à côté. Ironie de l'histoire quand même, ils ont eux-mêmes été battus finalement 1-0 sur un penalty apparemment très discutable. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet. Attention donc aux avalanches et à la pluie sur le sud-ouest. L'info sur France de 22h40, mots croisés avec Arlette Chabot. Ce soir, débat sur les patrons voyous avec entre autres Jean-François Copé, François Chérec et Jean-Marc Ayrault. Dernier journal, minuit et demi, Laurence Piquet, dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra l'ancien Premier ministre Laurent Fabius. On se quitte sur ces images de feux d'artifice chinois. On fête encore et toujours l'année de la chèvre. À demain.